de Lemoine, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour venir nous éclairer. Alors tu es très connu comme économiste, mais pourquoi tu es connu? Parce que tu as écrit beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Et c'est vrai que ça me touche particulièrement parce que tu veux que je parle de mon parcours. Et ça fait 30 ans maintenant que par conviction et engagement personnel, je travaille sur le capital humain. Et donc, je suis particulièrement touchée d'être invitée par le Cercle Humania. Ça va me permettre de confronter justement le résultat de ces analyses et la réalité de ce qui est vécu par les chefs d'entreprise. Alors pourquoi cet engagement tout au long de ma carrière professionnelle? Parce que je suis absolument convaincue que c'est un facteur d'émancipation. L'éducation, la formation, c'est un facteur de cohésion sociale et c'est un facteur de croissance, mais une croissance inclusive, positive. On a l'impression que les économistes découvrent la transition énergétique, c'est pas vrai. Toute la macroéconomique est ma spécialité, c'est vraiment l'idée d'étudier les comportements humains dans un environnement de ressources rares. Donc voilà, c'est tout cette espèce de mélange qui a fait que je me suis intéressée à ce sujet. Et j'ai fait quantité de rapports, à titre bénévole bien sûr, pour le Conseil d'analyse économique, pour Terra Nova, et avec toujours cette espèce d'interrogation qui était, mais alors qu'on sait, qu'on a montré, grâce aux théories économiques, que le capital humain était essentiel pour ce que je viens de dire, l'émancipation, la cohésion sociale, la croissance, pourquoi c'est pas l'alpha et l'oméga des politiques publiques? Pourquoi aujourd'hui, tu vois, après le début des emplois jeunes de Raymond Barre, enfin je veux dire si on remonte un peu, pourquoi on en est toujours là avec un CPF qui est à peine mis en œuvre, qu'on remet en cause? Pourquoi il y a encore autant de jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification? Mais pourquoi? Et donc j'ai repris mes cahiers et mes crayons récemment en faisant de la recherche fondamentale qui a été publiée au CEPREMAP parce que je reste convaincue que si on n'avance pas sur un sujet, c'est qu'il y a forcément une raison. Parce que les politiques, forcément, ont envie d'embrasser les sujets qui touchent les gens. Donc pourquoi? Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait une dimension qu'on maîtrisait mal, qui était la dimension d'accumulation de capital humain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, compte tenu de l'innovation, du développement technologique des sociétés, ce qui est important, c'est plus seulement le niveau moyen d'études, c'est aussi la capacité qu'on peut avoir à garder ses compétences tout au long de la vie. Alors toi, qui est, je n'ose pas dire un ancien, mais qui connaît depuis très longtemps ces sujets, ça doit te rappeler la troisième voie des sociodémocrates, etc. Et donc je me suis dit, mais pourquoi en fait cette promesse n'a pas été tenue? Et c'est là où on voit qu'il y a une articulation entre la théorie économique, les datas, on faisait du big data avant l'heure, nous les économistes, et puis l'interprétation politique qui en est faite. Et donc c'est vrai que tous ces sujets, en fait, et notamment la formation, est finalement une promesse non tenue parce que les jeunes qui viennent de milieux défavorisés mais qui ont quand même fait des études, qui se sont quand même formés, n'ont pas accès aux mêmes emplois que les autres. Et donc ça a engendré une espèce de déception, d'aigreur, légitime, et c'est le résultat de ce travail qui donc donne des pistes de politique économique en disant il n'y a pas de fatalité mais on peut toujours changer les choses, et je pense que c'est extrêmement important. Donc je ne parle pas de mon parcours, je ne réponds pas à ta question, mais voilà, c'est ce pourquoi je suis ravie d'être là, et c'est vraiment une conviction et un engagement personnel. Donc le droit à la paresse est une erreur finalement? Non, si c'est ton choix. Mais ça ne peut pas être un choix de société. Ça ne peut pas être un choix de société. Ça peut pas être un choix de société. Et puis, si tu veux, le choix qui est fait aujourd'hui par l'ensemble des États membres de l'Union européenne, c'est le choix de la transition énergétique. C'est l'alpha et l'oméga de la politique économique aujourd'hui. Pourquoi pas? Moi, ce n'est pas mon rôle en tant qu'économiste de juger du normatif, c'est-à-dire d'un objectif politique. Mais en revanche, je pose la question quant à savoir est-ce que ça peut être le seul objectif d'une politique économique. Et donc, où est l'humain là-dedans? Comment justement on peut accompagner les évolutions de société? Là encore, on a vu les effets de la mondialisation, les effets des vagues de taylorisme, on n'en tire aucune leçon. On voit la transition énergétique arriver, l'IA arriver,
Il n'y a toujours pas de plan sérieux d'accompagnement des salariés moins qualifiés. On n'a pas du tout tiré les leçons. Et donc, je trouve que c'est très dommageable, mais j'essaye, avec mon expertise et mon expérience, d'apporter des éléments de débat. Alors ça, c'est un sujet qui me passionne particulièrement. Tu sais que j'avais été très impliqué dans la mondialisation, au début de la mondialisation, l'entrée de la Chine dans l'OMC. Et là, j'ai très peur d'avoir des gilets jaunes vifs avec l'IA, si on ne s'en occupe pas vraiment. Oui, oui, et pourtant, on a ces expériences passées. Oui, bien sûr. Donc on sait que si on ne fait rien, ça crée justement des vagues de terrorisme, une paupérisation. En Europe, on a une proportion de peu, voire pas qualifiée, parmi les plus importantes. Donc forcément, ça veut dire que l'impact de l'IA va être d'autant plus difficile à vivre. Et donc ça touche à la cohésion sociale et je pense que c'est dramatique pour les perspectives de développement futur de l'Europe. Alors nous partageons qualitativement ces directions. C'est très intéressant de voir comment tu les travailles et tu les quantifies. Nos chefs d'entreprise qui sont là et nos DRH qui sont là sont inquiets. Tout le monde est inquiet. L'ambiance est mauvaise en ce moment, je trouve, dans les conversations. Est-ce que tu peux éclairer ce que pourrait être la fin de l'année, le début 2025 ? Alors, ils ont raison d'être inquiets, et notamment s'ils sont européens ou s'ils ont des entreprises en Europe. Ça, c'est vraiment les effets de la crise énergétique. Je pense qu'on a sous-estimé l'impact de la crise énergétique liée à la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi ? Premièrement, parce que l'Europe est beaucoup plus dépendante de l'énergie importée que ses grands partenaires. La dépendance de l'Union européenne, c'est 60%, de la Chine, 20%, et les États-Unis, alors là, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'eux, ils produisent plus qu'ils consomment. Donc, ils sont vraiment dans une situation très particulière. Et donc, pour essayer de gérer au mieux cette crise ukrainienne, on a l'impression, quand on lit les journaux, que finalement, tout s'est bien passé, mais pas du tout. En fait, les entreprises ont dû absorber des hausses de prix malgré tout, donc moins de marge, moins d'investissement, des effets de second tour, justement, de baisse de productivité, du capital, la paupérisation. Donc c'est vrai que la spirale n'est pas bonne. Et surtout, il y a un deuxième effet qui est alors là totalement sous-estimé, c'est le fait que les entreprises se sont aussi adaptées, pour certaines d'entre elles, en réduisant leur production. Parce que les coûts de production étaient trop élevés à cause de l'augmentation du prix de l'énergie, et donc ils ont réduit. Donc ça veut dire que l'ensemble de la société économique française et européenne est descendu d'un cran en matière de production de richesse et de valeur ajoutée. Donc les perspectives, même si on retrouve un taux de croissance, les perspectives ne sont pas bonnes parce que c'est autant de PIB par habitant en moins. Donc ça, c'est une des raisons qui fait qu'il y a une inquiétude de mon point de vue. Et l'autre élément très important, c'est l'incertitude quant au prix de l'énergie et à l'accès. Encore une fois, la quantité, on n'en parle jamais. La transition énergétique, les messages de l'Union européenne et des États membres sont difficiles à lire. La visibilité n'est pas bonne. Quand la Banque européenne d'investissement fait des enquêtes, on voit bien que c'est ce qui inquiète les chefs d'entreprise. Ce n'est pas tant d'avoir à gérer des situations de crise, ils savent le faire. C'est le manque de visibilité. Donc ça pèse sur les investissements, moins de productivité, donc on se retrouve dans cette spirale négative. Donc je pense que la crise de l'énergie est vraiment très très grave pour la solidité et la compétitivité des entreprises françaises et européennes. Deuxième raison d'avoir peur, c'est qu'on voit quand même un repli sur soi de l'Europe autour de ces sujets, sa défense. La taxe carbone aux frontières est vécue par nos partenaires commerciaux, notamment des pays développés, comme du protectionnisme pur. Il faut le savoir. Et ça, dans un contexte où, justement, les autres pays développent les échanges. Les Américains ont développé de façon fulgurante leurs échanges avec l'Asie. Donc, c'est une nouvelle source de croissance. On en est absent. Et donc, pour les chefs d'entreprise, là aussi, un manque de visibilité, puisque l'Europe, comme elle se replie sur soi, n'établit pas de partenariat nouveau ou de type nouveau pour dire aux chefs d'entreprise, ben voilà, par exemple, avec l'Australie, le Japon, on a vraiment un accord, on va sécuriser des chaînes de valeur pour vous aider. Donc, et ça, c'est ça qui me frappe vraiment. Et je trouve que ça paraît peut-être un peu utopique, mais je pense que les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité. Dernier pilier du manque de visibilité, la BCE.
La Banque centrale européenne donc a annoncé qu'elle pourrait baisser ses taux d'intérêt avant la Réserve fédérale. Elle joue les gros bras, mais elle n'en a pas les moyens. Donc là aussi, pour les chefs d'entreprise, c'est une source d'incertitude, en fait. Et je suis frappée de voir qu'on sous-estime justement l'importance de la visibilité, de l'anticipation sur justement la croissance et sur la capacité des chefs d'entreprise aussi à se développer. Un petit signal positif qui peut arriver ou pas du tout? Le signal positif, c'est vraiment le résultat d'un nouveau dualisme de la société, c'est-à-dire avec des entreprises qui sont tournées vers l'international et donc qui ont une capacité en fait à générer des profits, à investir, à former et donc à être au niveau de cette compétition internationale qui apporte aussi énormément d'opportunités. On a tendance à se focaliser en France sur ce que ça détruit, mais ça apporte aussi beaucoup de développement. Et puis le reste de la société. Donc évidemment, pour les entreprises qui ont cette capacité à souffrir à la compétition internationale, les opportunités sont énormes, puisque les États-Unis et l'Asie se développent extrêmement rapidement, ce qui crée de nouvelles sources de croissance et de développement potentiel. Donc notre place dans le monde... À nous de les capter. À nous de les capter. À nous de nous tourner vers l'Asie, comme le font les Américains, hors Chine. Eh bien, j'attends avec impatience ton intervention pour le dîner. Merci Mathilde. Merci Guillaume.